Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va commencer par de la musique aujourd'hui et un anniversaire. Didier Laloy, accordéoniste qui fête ses 30 ans de carrière. Et pour fêter ça, c'est pas un mais deux albums qu'il viendra nous présenter dans quelques secondes. On vous emmènera ensuite au théâtre avec Étienne Milungou. Il est à l'affiche du Théâtre Le Public pour une pièce qui s'appelle Traces, discours aux nations africaines. On en parlera avec lui. Et puis on reviendra à la musique avec un trompettiste, Adrien Voland, qui sort un album en duo avec le guitariste Paolo Loveri. Notre micro ouvert, ce sera du beatbox avec le beatboxer Big Ben en fin d'émission. Connaissez-vous? On est parti. Bonjour Didier Laloy. Bonjour. Est-ce que je peux faire quelque chose qui est impoli? Dites-moi, je vous écoute. Est-ce que je peux vous demander votre âge? Mon âge, alors j'ai 49 ans, je suis né le 11 juin 1974. Et votre âge professionnel? Ah, mais je viens d'avoir 30 ans. Je viens d'avoir 30 ans. Ouais. Comment on fête son anniversaire lorsqu'on est un musicien? Est-ce qu'on joue Happy Birthday to You ou est-ce qu'on fait autre chose? Ah ben, je ne sais pas, donc je n'ai pas joué à Happy Birthday to You. Je le dis très mal parce que je parle très mal anglais. Par contre, donc cette année, on a organisé une espèce de revisite de mon répertoire, entre autres avec un orchestre symphonique. Et donc ça, c'est un immense cadeau de ma maison de production pour mon anniversaire. Et puis un immense cadeau aussi, c'est les salles qui nous accueillent, parce que c'est pas rien d'accueillir un projet pareil. Oui, parce qu'il y a plein de musiciens, donc c'est plein de contraintes. Mais voilà, pour moi, c'est un immense bonheur. C'était un fantasme presque d'adolescence. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous êtes un accordéoniste qui est l'instrument léger, portatif par excellence, que vous avez eu besoin de vous entourer de quelque chose d'aussi complexe et d'aussi peu transportable qu'un orchestre symphonique? Ah, je sais pas. En effet, l'accordéon, c'est l'instrument des fêtes, c'est un instrument solitaire. C'est vrai que souvent on peut jouer seul. Moi, je suis pas du tout un être solitaire. J'ai besoin de l'autre, j'ai besoin du regard de l'autre, j'ai besoin de partager. Et alors là, c'est un sacré partage avec autant de musiciens. Oui, j'ai commencé la musique donc avec cet accordéon diatonique. C'est une musique qu'on apprend par l'oralité. Donc, je ne sais pas lire la musique. J'ai eu la chance dans ma carrière de côtoyer plein de musiciens extraordinaires. Bon, on peut en citer quelques-uns, peut-être. Je peux en citer quelques-uns. Alors oui, si je prends les débuts, je dis souvent, le premier qui m'a pris par la main, c'est Marc Malampré, puis il y a eu Steve Houben, Luc Pillars-Plantaré. Après, j'ai eu la chance de jouer avec José Van Damme, Marca, Perry Rose, mais plein. Il y en a eu plein. Et puis vous avez fait un petit passage à l'Eurovision. Et puis ce petit passage à l'Eurovision, le petit passage à l'Eurovision, c'était incroyable parce que ça a été pour moi, en tout cas une partie du public et des médias, une reconnaissance pour moi, alors que c'était en playback et que sur la bande, mesdames, messieurs, je ne sais pas où est la caméra, il n'y avait même pas d'accordéon sur la bande. Donc j'ai été bouger, courir sur scène. Je suis devenu, aux yeux de beaucoup, un grand musicien ce jour-là, alors que voilà, c'était pas... L'Eurovision est une escroquerie, mais on le savait. N'est-ce pas? Donc voilà, et donc ce rêve d'enfance, j'ai abordé tous les styles de musique pendant ces 30 ans de carrière, mais la musique classique a toujours été inabordable, et ce fantasme de jouer avec un orchestre me semblait impossible, et c'est Ponegros et Zigzag World qui m'offrent ce magnifique cadeau. Voilà, j'ai dû travailler évidemment avec des arrangeurs pour ce projet, parce que je n'ai pas pu moi-même écrire les parties. Moi, j'ai écrit les parties accordéon, puis une ou deux voix, mais c'est vraiment Jean-Luc Fafchamp et Gwenaël Grisi qui ont fait ce travail extraordinaire d'arrangement autour de mes musiques. Ouais. Est-ce que vous avez envie de vous asseoir? Oui, j'ai envie. Alors depuis tantôt, je me demande où. Vous allez pouvoir vous asseoir sur la banquette devant vous. Je m'assois par ici. Il y a un petit disque où vous mettez à côté, par exemple. Oui. Voilà, ce sera bien. Justement, vous jouez assis ou vous jouez debout? Ou est-ce qu'en fonction du répertoire, dans certains cas, vous jouez assis et dans d'autres debout? En fonction du répertoire, je joue assis ou debout, c'est ça. En tout cas, si je joue, par exemple, avec Quentin Dujardin, guitariste, qui joue assis, je joue assis. Évidemment, je ne vais pas moi courir autour. Par contre, si je joue dans une formule plus pop-rock où tout le monde est debout, mais j'ai beaucoup de plaisir à courir sur scène. Et puis il y a la formule intermédiaire, vous avez parfois un tabouret haut. J'ai parfois un tabouret haut, entre autres, c'est avec Adrien qui lui joue sur un tabouret aussi. Et cette position est pas mal parce que ça me permet de me lever de temps en temps et puis de revenir plus sagement autour de mon partenaire. Ouais.
Vous vous définiriez comment? Vous êtes un musicien donc tout terrain, mais vous êtes plutôt world music, plutôt jazz. Vous avez un esprit rock. Si vous deviez mettre des mots là-dessus. Alors j'ai grandi avec, j'étais biberonné aux musiques du monde, donc l'étiquette qu'on me colle souvent c'est musique traditionnelle, musique du monde. Mon énergie est très rock en règle générale, mon attitude aussi sur scène. J'ai toujours fantasmé de jouer de la guitare électrique, donc voilà, je scie un peu entre tout ça, et puis j'adore la musique baroque, la musique de chambre. Je ne joue pas ces musiques spécifiques, par contre j'aime beaucoup l'émotion et les silences de ces musiques-là. Alors, je vous propose qu'on écoute un petit peu de musique, si vous voulez bien, Didier Laloy. C'est le projet qui s'appelle donc Symphonie, qui a un superbe clip. Il a été tourné où, ce clip? Il a été tourné à La Havane, puisque l'album a été enregistré avec l'orchestre des Lycéums de La Havane l'année passée, et donc le clip a été tourné en même temps. Allez, on va regarder un extrait de cette musique. Didier Laloy, tout le monde vous envie, les musiciens pour cette capacité à enregistrer avec un orchestre symphonique, et puis tous ceux qui ne sont pas musiciens, qui ne sont jamais allés à La Havane. Vous avez pris votre pied là-bas? Il faut y aller. Il faut y aller. On a été reçus en tout cas comme des rois. On a eu la chance de visiter un peu le pays, de bouger là-bas, parce qu'on a joué plusieurs fois après avec différentes formations. Oui, c'est extraordinaire. Et puis une découverte aussi avec ces musiciens, parce que j'avais peur de l'orchestre symphonique, un petit peu du poids d'un orchestre symphonique, des musiciens classiques. Il y a combien de musiciens là autour de vous? Donc c'est un petit... L'orchestre symphonique, c'était tout de suite 100 pour moi en fait ici. Donc c'est un orchestre, ils sont entre 40 et 50 en fonction des concerts. Mais par contre, je voulais juste dire, là-bas à La Havane, tous ces musiciens sont imprégnés par les musiques du monde de chez eux. Et donc ils dansent la musique, et ils ont dansé ma musique incroyablement bien. Ouais. Donc cet album s'appelle Symphonie, on en voit la couverture. Il va y avoir une tournée de présentation, ça veut dire que vous allez vous retrouver, par exemple vous serez au théâtre Marny très bientôt, ce sera le 14 octobre, c'est la semaine prochaine. Vous serez avec 40 ou 50 musiciens sur scène au Marny, ou c'est trop compliqué? Non, on sera 45, oui c'est ça, donc on sera dans cette fourchette-là. Par contre, c'est pas l'orchestre de La Havane, c'est un orchestre belge. C'est une composition pour les corps de l'orchestre de chambre de l'Annéten, et pour les vents, l'ensemble Quartz. Ouais. Et pour ceux qui voudraient entendre la musique de cet album mais qui ne peuvent pas se payer un orchestre symphonique, vous allez proposer une version orchestre de chambre aussi. Hein? Tout à fait, avec un quintet à cordes. Ouais, et donc on verra peut-être ça à l'affiche, mais donc il y a déjà ce premier concert, c'est le 14 octobre au Théâtre Marny, avec donc les 40, 50, enfin entre 40 et 50 musiciens sur scène, plus Didier Laloy. J'aimerais que vous m'expliquiez la différence entre un accordéon chromatique et un accordéon diatonique. Alors,
L'accordéon chromatique, l'accordéon diatonique, donc déjà mon instrument c'est l'ancêtre. Si vous voyez un piano, donc en gros sur un accordéon diatonique, on a les touches blanches du piano, alors que le chromatique a les blanches et les noires, donc c'est une gamme diatonique. Ensuite mon instrument est bisonore, comme l'harmonica en blues, donc si j'appuie sur un bouton, que je pousse sur mon soufflet, j'ai un son, je ne bouge pas mon doigt et je tire, j'ai une deuxième note. Donc j'ai 2 notes par bouton, ce qui permet à mon instrument d'être 2 fois plus petit que l'accordéon chromatique. Et alors juste, donc je parlais des touches blanches et des touches noires. Historiquement, je n'ai que les touches blanches. Avec l'évolution et les années, on a rajouté quelques chromatismes sur mon instrument. Donc le nom est un petit peu erroné aussi, mais on a gardé pour tous les instruments bisonores le nom de accordéon diatonique. Ouais. Un petit mot sur le répertoire. Donc là, quand vous jouez avec cet orchestre symphonique de La Havane, c'est écrit pour cet enregistrement-là. C'est une musique complètement nouvelle. Est-ce qu'il existe un répertoire classique pour l'accordéon ? Ça existe, mais ce n'est pas ce qu'on joue là. Ici, c'est vraiment une revisite de mes 30 années de carrière. Donc, Jean-Luc Fafchand et Gwenaël Grisi ont choisi dans mon répertoire les morceaux qui leur paraissaient orchestrables. Donc, ce sont des reprises de ces 30 années, plus quelques inédits, puisque quelques compositeurs cubains ont composé pour mon instrument. Alors, il y a un deuxième projet dont je voudrais qu'on parle. Ça s'appelle Diad. C'est un nouveau duo que vous formez. Hein ? C'est un nouveau duo avec un partenaire d'il y a quelques années, avec l'incroyable contrebassiste Adrien Tiberghien, un contrebassiste français, mais qu'on voit beaucoup en Belgique pour le moment. Rien à voir, puisqu'on part du symphonique avec la grande formule. Et ici, c'est le duo, donc on revient à l'intime. Adrien joue de la contrebasse, il joue incroyablement bien à l'archet, mais il a une formation classique, puis tout d'un coup il met des pédales, il transforme son instrument en guitare électrique, donc il joue parfois du violon, tellement il joue bien dans les aigus, donc c'est plein de choses sa contrebasse, donc plein de surprises pour moi, pour le public aussi, pour la musique qu'on joue ensemble. Eh ben, on va voir un extrait de ce deuxième projet. Donc Adrien Tiberghien à la contrebasse, Didier Laloy à l'accordéon. Un petit mot d'explication, Didier Laloy. On a vu le public avec un casque sur les oreilles. Où est-ce que ça a été filmé, ces images, et pourquoi est-ce que le public ne se contente pas du son qui sortirait de vos instruments? Alors, donc ça a été enregistré au Coco Studio à Sprimont, à Liège. Donc on a enregistré l'album en live, en studio, donc on ne pouvait pas avoir des retours et tout ça. Et comme Adrien utilise pas mal de machines, entre autres un looper, le looper, c'est la boucle, hein. On joue quelque chose et la machine va le rejouer indéfiniment si on a envie. C'est ça, et donc il construit un espèce d'orchestre avec sa contrebasse, et donc pour que le public puisse bénéficier de ça, on doit soit être amplifié, soit ils ont besoin du casque. Voilà. Quand vous allez jouer en concert bientôt, parce qu'il va y avoir des concerts qui vont arriver avec cette formation, enfin ce duo, ce sera la même chose ou vous allez jouer en son naturel? On joue amplifié, et donc mais par contre avec les effets d'Adrien, donc ils passeront dans une sonorisation et pas dans des casques alors à ce moment-là. Ouais. Il y a un peu de musique techno répétitive, vous avez eu d'autres projets avec d'autres musiciens où vous regardez quand même un petit peu de ce côté-là aussi? Le côté machine? Le côté presque musique électronique, en tout cas, qui existe chez vous, oui. avec des rythmes très forts, des choses qui donnent envie de danser, qu'on pourrait presque écouter en club.
Oui, tout à fait, le projet Duplex, entre autres, ici récemment. Mais pour moi, ce sont des nouvelles aventures. Je découvre ces univers-là depuis 3-4 ans avec des jeunes musiciens qui m'amènent vers ces choses-là et qui m'invitent aussi à commencer à utiliser quelques effets. Oui. Ouais. Il y a quelque chose que je voudrais signaler dans votre jeu et dans votre instrument, Didier Laloy. C'est la très grande diversité et aussi la capacité de jouer, de passer très rapidement d'un son très discret, très ténu, à quelque chose de fortissimo. On a le sentiment que ça, l'accordéon, permet sans doute de passer plus rapidement du très discret au très puissant. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, c'est un immense plaisir de cet instrument-là. L'amplitude sonore énorme de partir du silence pour aller au rugissement du lion, c'est un plaisir que j'ai en tout cas depuis longtemps. L'accordéon est un instrument assez simple à jouer, c'est pas comme un violon ou une trompette où il faut fabriquer le son. Le son, c'est comme un piano, il est là. La difficulté, c'est vraiment la gestion de ce soufflet et pour faire vivre chaque note. Et l'avantage, après, quand on maîtrise, c'est extraordinaire. Oui. Ouais. Comment on se sent quand on a 30 ans de carrière ? Est-ce qu'on se dit j'en ai encore pour autant devant moi ou pas ? Alors c'est marrant parce que ici quelqu'un m'a dit, on a fait une avant-première avec l'orchestre à Dinan et quelqu'un m'a dit après ça qu'est-ce que tu peux encore faire ? Et je ne m'étais pas posé la question, puis ça m'a un peu secoué et en même temps pour le moment j'ai mes enfants qui grandissent, qui commencent eux à faire de la musique aussi, à devenir créateurs de choses et donc j'ai l'impression de devenir passeur de quelque chose et ça me rappelle mes débuts quand j'avais 17-18 ans que Steve Hoben est venu nous chercher, tous les jeunes comme Aurélie Dorzé, Cathy Adam, Michel Sebat, tous des musiciens qui sont devenus des musiciens professionnels. Je me demande tiens, est-ce que c'est pas à mon tour maintenant d'aller chercher des jeunes et de les guider? Donc voilà, je me sens peut-être un peu de ça maintenant. Ouais. Donc c'est un peu le moment du bilan, mais vous l'avez voulu cet anniversaire. J'en suis en tout cas très heureux. C'est un peu le hasard de ces 30 ans qui arrivent, de ce symphonique qui s'est présenté à nous. Je suis déjà très très content d'avoir fait une carrière qui a duré 30 ans jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un métier pas toujours facile sur la longueur. J'ai toujours eu peur du côté ringard, parce qu'être sur scène, on est en représentation, puis on avance, ou on vieillit, je ne sais pas comment dire, ou on mûrit, mais j'ai toujours peur de lasser le public. Un jour, le programmateur de Sprimont, Jean-Luc Gustin, m'a dit « Non, je vais prendre ton prochain spectacle, Didier Laloy n'est pas encore tout à fait usé chez nous ». Et ça aussi, c'était quelque chose de troublant. Donc, comment se réinventer sur ces 30 ans ? Donc voilà, je suis en tout cas content d'être là. Et je verrai bien dans le futur quelles rencontres, parce que moi, c'est toujours l'humain qui dirige mes futurs, quelles rencontres vont m'amener où, je ne sais pas encore. Voilà, mais on confirme qu'en tout cas, nous, on a du plaisir à vous écouter, que vous avez déjà fait plein de choses différentes. Vous avez joué avec des automates aussi dans le passé. Vous avez plein d'expériences. Maintenant, c'est le symphonique. On est sûr que vous allez trouver de nouvelles idées pour renouveler sans arrêt cet instrument qui est l'accordéon. On rappelle les 2 concerts, donc au Théâtre Marny, c'est le 14 octobre avec la formule symphonique, et pour la présentation de cet album avec Adrien Tiberghien, donc le projet Diade, ce sera à Musique Publique, donc en région bruxelloise, et ce sera le 20 octobre. Est-ce que dans votre vie de musicien, vous êtes quand même très souvent sur scène, Didier Laloy, est-ce que vous avez encore un peu de place pour aller voir d'autres arts, et par exemple pour aller au théâtre ? Je sors malheureusement beaucoup trop peu et donc ça m'arrive, mais c'est beaucoup trop rare. Donc, mais j'ai une épouse qui est très très littéraire, donc de temps en temps elle arrive à m'emmener. Alors on va nous vous emmener au théâtre si vous voulez bien, et vous allez rencontrer Étienne Minungu. Bonjour. Salut. Ça va ? Oui. Est-ce que j'ai dit bienvenue ? Bienvenue. Mais je viens chez toi. Oui, mais oui, j'ai l'impression d'être un peu à la maison. Je suis bien content d'avoir quelqu'un près de moi. Salut. Vous n'aimiez pas être tout seul, Didier Laloy ? Non, je suis quelqu'un du regard et du partage. Donc d'être tout seul ici, heureusement que j'avais votre voix qui me guidait, avec qui je partageais, mais j'avais un peu envie de fermer les yeux pour avoir l'impression d'être avec vous. Eh bien, on était bien avec vous. Étienne Minungu, pouvez-vous vous présenter ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Étienne Minungu, je suis originaire du Burkina Faso et je suis scarbécois depuis 20 ans. Et acteur de théâtre. Acteur de théâtre, tiens, accessoirement. Est-ce que vous pouvez nous parler de Trace ? C'est un spectacle qu'on peut voir en ce moment au Théâtre Le Public. Oui, Trace, c'est un texte qui a été écrit par Felwine Sarr, un auteur, un intellectuel économiste sénégalais, et qui enseigne aujourd'hui maintenant à Duke University aux États-Unis.
Et c'est une commande, en fait, sur comment est-ce qu'à partir du continent africain, on peut prendre la parole et s'adresser un peu au monde. Mais dans un premier temps, délivrer cette parole-là aux Africains, à sa diaspora, mais en même temps aussi parler au reste du monde. Parce que très souvent aussi, la parole de la périphérie n'arrive pas au centre. Et donc l'idée de Trace, c'était ça. Mais en même temps aussi, Trace, c'est l'histoire de l'humanité, cette production du monde, la civilisation contemporaine. On oublie parfois la part de production, de coproduction qu'apportent d'autres régions du monde à notre civilisation contemporaine. Et donc Trace essaie de rappeler quand même que la fabrication du monde a été faite aussi de part en part, à partir aussi du continent africain. Didier Laloy, cette idée que la culture peut être universelle, qu'on a des choses à puiser chez des gens qui sont parfois très éloignés géographiquement de nous, ça vous habite ou pas? Ça me paraît une évidence, en tout cas, que tout ce qui est emprunt, parce que je viens des musiques du monde et que dans les musiques que je joue, les influences viennent de partout. Donc oui, non, pour moi, ça me paraît une évidence que la culture vient de partout et nourrit de tout. Oui. Et d'ailleurs, moi, je voyais, en regardant l'émission, ton interview, ce que tu as fait à Cuba, à La Havane, avec cet orchestre symphonique, c'est en fait l'expression presque évidente que toutes les sensations du monde peuvent se retrouver à travers les différentes rencontres. Cuba, c'est quand même loin, toi tu pars d'ici, et ce qu'on a entendu de cet orchestre-là, c'est quelque chose de très riche, parce qu'il y a une variété, mais il y a aussi une espèce de symbiose. Et je crois que la culture dite universelle, c'est, comme ce que disait Édouard Glissant, permettre à ce que chaque partie du monde soit reliée aux autres comme des archipels. Et donc, où on peut faire des emprunts, des échanges de manière tout à fait simple et enrichissante. Alors on va parler de Trace, c'est un presque seul en scène, je dis presque parce qu'il y a un musicien qui vous accompagne, Étienne Minungu. On entendra un petit peu de musique tout à l'heure dans un deuxième extrait, mais je propose qu'on ait déjà un tout premier extrait, c'est le début de la pièce. Je dois vous parler. Je dois vous parler car seule la parole demeure. À vous, mes sœurs, mes frères, mes pères, mes mères, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes aïeux. À vous, habitants de ce vaste continent, à vous qui avez franchi les mers et repris souche ailleurs. Cette parole est un lait jailli du pis de la vache. Elle n'y retournera pas. Ancêtre de Djaniou, de Niamounzi, du Congo, du Burkina Faso, veillez sur elle afin qu'elle ne périsse jamais. Azania, Abyssinie, Zimbabwe, Congo, Ubangi, Chari, Cyrénaïque, Rwanda, Rugari, Monfako, Virunga, Kenya, Tchad, Mali. Voilà, c'est une énumération qui va se poursuivre, qu'on va interrompre là. Première réaction de Didier Laloy, qu'est-ce que vous comprenez à ce que vous venez de voir? J'ai fait exprès que ce soit un peu énigmatique. C'est énigmatique. Mais d'abord, moi, c'est marrant, c'est la musique qui me porte d'abord. Je trouve que tu as une voix extraordinaire. Donc, je suis porté par ton chant. Après, oui, c'est énigmatique, donc il faut que je vienne voir. Il faut que je passe voir. En plus, comme tu joues tous les jours, ouais. C'est super, parce que souvent les musiciens ont du mal à sortir, parce que les spectacles se font souvent le week-end et ici en semaine. Donc c'est ça, pour moi, c'est encore trop abstrait pour pouvoir dire quelque chose. Et c'est ça, j'ai pas encore compris. Donc Trace... Alors,
très... L'histoire, c'est en fait, c'est quelqu'un qui est parti de chez lui pour X et Y raisons, comme chacun d'entre nous peut décider un jour, soit contraint, soit choisir de partir de chez lui. Mais lui, il va traverser le désert, le Sahara, comme la plupart des migrants aujourd'hui. Il va arriver aux portes de l'Europe. Il va évidemment connaître toutes les difficultés liées donc aux gens du voyage, à savoir la discrimination, le racisme, les contraintes des administrations pour avoir les papiers. Et puis finalement, un jour, il va décider, dans une espèce de prise de conscience comme ça, de retourner chez lui. Mais de retourner chez lui, mais tout au long du chemin de ce voyage presque initiatique, tout ce qu'il aura appris sur la marche du monde, sur l'histoire, sur les blessures de l'histoire. Tout ça, il va transformer ça en une espèce de trésor lumineux. Il va rentrer chez lui, il va s'adresser aux siens, et c'est aux siens, il les renomme autrement. Azania, Abyssinie, Zimbabwe, c'est-à-dire tous les noms anciens que se sont donnés les Africains eux-mêmes avant d'être nommés par les autres. Il va s'adresser à cette communauté-là en leur disant, voilà, voilà notre histoire, notre marche du monde, mais nous ne pouvons pas garder le ressentiment, nous ne pourrons pas garder la colère. Il faut que nous puissions ouvrir et tourner notre visage vers le soleil et envisager l'avenir, un en commun universel, mondial, un en commun fraternel plus lumineux. Et c'est ça en fait le sens de ce discours. Effectivement, je joue avec un musicien parce que comme effectivement tu le vois, c'est une sorte d'oratorio. Une composition avec un multi-instrumentiste burkinabé aussi, Simon Winsé, qui joue à plusieurs instruments assez rares. Il y a le ngoni, qui est une sorte de petite kora, et puis l'arc à bouche, une espèce d'arc comme ça avec une corde, et la flûte. Et l'ensemble de la couture de la parole et de la musique crée une forme de conte, comme dans les soirées, les veillées au village, où petit à petit on part d'un espace très intime comme ça à une ouverture vers le monde. Est-ce que vous seriez d'accord, Étienne, pour qu'on dise que c'est une pièce sur un peu la résilience, où on va à la fois parler des horreurs de la colonisation, de l'oppression, de la colère que ça peut susciter, et puis de comment on essaye de dépasser cette colère et de se tourner vers l'avenir? Alors, le mot, j'aime pas trop le mot résilience, parce que dans le mot résilience, il y a une forme d'acceptation de la situation et trouver dans cette forme d'acceptation les moyens quand même de ressurgir. Je crois que c'est plutôt c'est une pièce qui appelle à un nouvel engendrement. Comment est-ce qu'on peut réengendrer une histoire plurielle, commune, fraternelle, sans oublier les blessures du passé, mais sans que ces blessures du passé, qui ont encore leurs traces aujourd'hui, soit l'empreinte marqueur de la manière dont on veut construire le monde à venir. Parce que j'ai l'impression que quand tu en parlais de ce voyage et de ce retour, que c'était plutôt solaire. Tout ce qu'il allait chercher partout, c'est plus que lourd, plutôt raconter le beau. Oui. C'est ça. Mais c'est le rythme du voyage initiatique, c'est-à-dire qu'on traverse l'ensemble des épreuves, mais ces épreuves-là nous élèvent. Elles nous assombrissent pas, elles nous permettent de finalement réfléchir à une forme d'élévation spirituelle. Et la musique est là pour porter cette spiritualité-là, mais une élévation à l'intérieur de nous où, de l'ensemble de ces épreuves difficiles, on trouve le moyen d'offrir à l'autre la possibilité d'une joie pour le futur. Oui, c'est ça. Ouais. Et pourquoi ce retour? C'est une nécessité. Le personnage qui revient, c'est une nécessité de dire ce beau? Mais parce que tout simplement, à un moment donné, il faut regarder aussi quelle est la tâche de chacun d'entre nous, de l'endroit qu'il abandonne forcé d'une manière ou d'une autre, quelle est la tâche à faire pour l'endroit qu'on a quitté. Oui. Parce que si tout le monde s'en va, voilà, il restera un désert. Et comment est-ce qu'on peut réensemencer sur les terres d'origine qui sont frappées par mille et une difficultés, comment on peut réensemencer de la vie et décider de retourner, pas de quitter le monde, mais de retourner et à partir de chez soi, évidemment, mettre en terre les semences pour les générations à venir,
tout en restant en lien aussi avec le reste du monde. Et aussi l'importance des racines et de sa terre de naissance. Tout à fait. L'importance des racines, mais celui qui a voyagé porte déjà les fruits de ce... Moi, j'aime bien les racines, mais les racines me fixent trop. Oui. Ce que j'aime bien, c'est cet arbre bien enraciné, mais dont les branches s'élèvent vers le ciel et prennent la lumière du soleil et prennent le vent. Et le vent, c'est le monde. Oui. Et la lumière qui vient, c'est la lumière donc, du monde, quoi. Mais on est quand même de quelque part, et c'est de cet endroit-là qu'on peut faire ombre, qu'on peut faire élévation, et qu'on peut faire aussi fertilisation tout autour de soi. Je vais vous interrompre, parce que je voudrais qu'on regarde un deuxième extrait de la pièce, et on en rediscute juste après. Parce que la vie renaît toujours. La vie renaît toujours. Et aujourd'hui, sa sève coule à nouveau dans le ventre du continent, dans les veines du continent. Sa vitalité retrouvée palpite au cœur de ses villes et de ses campagnes. La force vive du monde, sa jeunesse se lève sous ce ciel que toisent les cimes du Kilimandjaro. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Et du cœur d'Azania, d'Ifriqiya, d'Al-Keboulan, des contreforts du Fouta Djallon, des plaines du Natal et des berges du Congo monte ce chant. Nous étions, nous sommes, nous serons. Nao nae mada, nao nae mada, yele, 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 nao nae mada, nao nae mada, yele, yele. Vous avez dit développement? Non, j'entends parler développement, développement. Oui, mais développement de quoi? Non, ou développement de qui? Non, parlons. Parlons de vie, d'intensité, de plénitude, de complexité, de beauté. Alors, petite réaction de Didier Laloy à ce que vous venez d'entendre, y compris sur l'aspect musical. Oui, parce que dès qu'il y a de la musique, j'entends de la musique et j'adore la kora. Donc ce n'est pas une kora. C'est le ngoni. Oui, c'est marrant, pour moi, c'est la référence. Le plus petit, oui. Plus petit. Touché, séduit, je ne sais pas quoi dire. On va donner le nom du musicien. Étienne Minougou, c'est Simon Winsey, c'est ça? Simon Winsey. Et il joue combien d'instruments au total dans la pièce? Il joue à plusieurs instruments. Il y a la flûte, l'arc-à-bouche et le ngoni. Ouais. Et vous chantez? Vous avez toujours chanté? Non, mais en fait, c'est lui qui m'a appris. Je muse. Je ne suis pas du tout... Quand j'étais au collège, j'étais dans une petite chorale, j'étais corbeau. Corbeau? Oui, c'est-à-dire, c'est une voix qu'on ne peut pas classer ni dans les sopranes, ni dans les altis, les basses ou les ténors. Ouais. Alors, c'est amusant, parce qu'il y a quand même un trait d'humour, mais il y a beaucoup d'humour dans cette pièce. Il y a à la fois des choses qui sont très sérieuses, hein, on parle quand même de domination, de colonisation, quelque part de l'ordre mondial, et en même temps, vous nous mettez un petit peu dans la poche, vous vous adressez parfois directement au public. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation? Vous vous permettez de sortir du texte? Non, c'est la dramaturgie, c'est-à-dire que moi je fais ce que j'appelle le théâtre de la conversation. Le théâtre de la conversation, c'est l'idée que l'assemblée qui est là, tout autour, partage quelque part un moment de causerie. Et que dans ce moment de causerie, bien sûr qu'on peut rappeler des choses qui sont difficiles, mais ça fait partie de notre histoire. Mais l'idée n'est pas d'asséner les gens avec la colère, mais c'est apporter l'apaisement pour que la conversation ait lieu. Les moments d'improvisation sont des moments en fait très petits, mais qui sont liés au fait que j'ai besoin de partager avec vous, avec le public, ce que je suis en train de raconter, parce que ce n'est pas sûr que celui qui parle a raison. Donc il faut introduire le doute aussi, parce que quand on parle de mémoire,
il faut considérer que la mémoire est aussi une sélection particulière de chacun. Et donc la profération de la mémoire de manière abrupte, pour moi, n'est pas juste. Il faut donc trouver le moyen de créer une forme de conversation où le doute installé permet aussi à ce que le public dise, se raccroche ou raconte autre chose, de manière à construire une histoire commune. Sans que ta parole soit la parole. La grande question du développement, ça m'impressionne, c'est fort en effet. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le développement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en a fait de ce développement et qui et quoi? Oui, quelle question? Oui, mais parce que c'est malheureusement, c'est la question de la nomination. Vous nommez les choses et les choses s'autoréalisent par cette nomination. Donc, si vous interrogez la manière dont les choses ont été nommées, pour les requalifier différemment, peut-être alors on trouve d'autres possibilités d'émergence d'une autre manière de penser, mais aussi de nourrir notre imaginaire. Le mot développement est un concept, oui. Et ce concept a été produit dans une civilisation donnée qui a tenté de l'exporter dans d'autres civilisations et peut-être parfois, évidemment, il n'y a pas d'adéquation. Donc le développement n'est certes pas le modèle unique tel qu'il a été expérimenté par des sociétés occidentales qui puissent être appliquées pour juger la performance de la civilisation d'autres régions du monde. C'est une pièce formidable. Elle est sobre, elle est poignante, elle nous fait beaucoup réfléchir, elle nous touche, ça s'appelle Trace. C'est encore visible pendant une dizaine de jours au Théâtre Le Public, c'est jusqu'au 24 octobre, il y a encore une dizaine de représentations. Étienne Minungou, j'ai une dernière question pour vous. Vous l'avez jouée sur le continent africain, cette pièce. Vous la jouez maintenant sur le continent européen, je sais que vous allez partir un peu après en tournée, notamment en France. Est-ce que les différents publics auxquels vous vous confrontez réagissent de la même manière à ce texte? Non. En Afrique, par exemple, ce spectacle, quand on l'a joué à Kinshasa, à Brazzaville, à Pointe-Noire, ben, c'est presque comme un meeting, parce que alors les gens discutent. Le spectacle fait 1h, 1h10, mais en Afrique, ça pourrait aller jusqu'à 1h30, parce que les gens ont besoin de prendre la parole. C'est participatif. C'est participatif. Quand on l'a joué à Atlanta, par exemple, et à New York, là aussi, j'ai vu que les Afro-Américains d'Atlanta, ils étaient nombreux dans la salle. Il y avait à peu près 800 spectateurs. Bien sûr, le spectacle était surtitré en anglais. Mais j'ai senti que chacun a essayé de prendre cette histoire à partir de sa propre histoire et de sa propre réalité sociale du moment. Et comme à Atlanta, on était dans la ville de Martin Luther King, tout le monde a revu quelque part une espèce de remake de I Have a Dream de Martin Luther King. En Égypte, ou au Maroc, quand on joue cette pièce, eh bien, les Marocains se disent « mais tu parles de nous, tu parles de notre histoire ». Ici à Bruxelles, la semaine dernière, c'est une femme kurde qui est sortie avec sa fille, très émue, et qui me dit « mais l'histoire que vous racontez, c'est celle que moi j'ai vécue et que je vis en ce moment. Elle m'a profondément touché ». Donc c'est vrai, les réactions sont différentes, mais je crois que quelque part, la figure de celui qui part toujours de chez lui et traverse le monde, on vit souvent la même façon, les mêmes choses, et en tout cas, dans le regard de l'autre, on se reconnaît comme étant différent, et parfois c'est difficile. Voilà, on vous encourage en tout cas à aller au public. Didier, sur votre gauche, il y a un album, vous pouvez l'attraper. Adrien Voland et Paolo Loveri. Est-ce que vous connaissez Adrien Voland? Est-ce que vous avez déjà joué avec lui? Non. Non. Eh ben, vous allez le découvrir. Salut. Bienvenue. Merci. Enchanté. Adrien Voland, est-ce qu'on vous a déjà donné envie d'acheter les 2 albums de Didier Laloy, d'aller voir en concert et d'aller au Théâtre Le Public voir Étienne Minungou? Sincèrement, oui, ça m'a donné envie. C'est vrai qu'ici, je voyais un petit peu, j'écoutais les discussions, etc. C'est vraiment très passionnant. Et voilà, le clip, pour commencer, le clip de Didier, c'est vrai que c'est déroutant. On voyage directement et c'est une musique qui semble vraiment fascinante. Donc non, sincèrement, ça me donne envie en tout cas d'aller le voir. Donc juste après, je regarderai en tout cas quand est-ce qu'il y a moyen avec des d'aller. gens que tu connais, je pense, à mon avis, Gonel Mario Grizzi, tu as dû...
Parce que j'ai entendu dire que tu as fait tes études à Mons. J'ai fait mes études à Mons, au Conservatoire de Mons, c'est vrai, avant de le faire à Bruxelles. Il a fait ses études là-bas aussi, avec Jean-Luc Fafchamp qui est professeur. Jean-Luc Fafchamp, oui, mais... c'est eux qui ont fait les arrangements. Ah ouais, super. Donc il y a des connexions entre vous. Oui, mais justement, oui, Fafchamp, il était professeur justement d'harmonie. Hein. On avait 2-3 professeurs d'harmonie au Conservatoire de Mons, mais donc, oui, les connexions sont évidentes. Oui. Et pour le spectacle d'Étienne, évidemment, ouais, ça me parle aussi, et je trouve ça super inspirant, et je voyais le clip aussi, et la musique, tu as ce côté aussi très solaire, etc. Et donc, sur la question aussi de donner aux gens l'envie j'entendais ici maintenant, avant d'entrer sur le plateau, cette personne qui disait voilà, comment ça les touche aussi. Et je crois que c'est pour ça qu'on fait aussi de la musique, des arts de la scène, etc. Oui. C'est pour donner aux gens finalement un ressenti et qu'ils repartent avec quelque chose en fait. S'ils repartent avec rien, c'est peut-être que la mission n'a peut-être pas été bonne. Et donc, c'est vrai. Voilà. Et moi, je vous envie beaucoup parce que j'ai toujours rêvé d'être instrumentiste, mais vraiment. D'abord, au début, l'accordéon, pour nous, c'était... On regardait ça dans les films français. Et pour moi, l'accordéon, c'est une forme de nostalgie. On en avait, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et les instruments avant, c'est vraiment une passion chez moi. C'est des instruments, même dans mon travail en tant qu'artiste, en tant qu'acteur, j'ai souvent eu des collaborations avec des musiciens. Mais les instruments avant, c'est un souffle. Et moi, je sens qu'en tant qu'acteur, ce souffle-là de l'instrument, j'aurais aimé pouvoir en maîtriser. Donc, je suis très, très ravi de vous rencontrer. Et puis surtout, de voir à quel point aussi un instrument porte un monde. Et j'ai le sentiment qu'en vous regardant, en vous écoutant dans nos discussions, je dis, mais ces gars-là, ils portent tous un monde, quoi. Et je pense que c'est parce qu'il y a un instrument qui est à l'intérieur de vous, même si vous le tenez, vous le jouez, quoi. Alors, Adrien Voland, est-ce que vous portez un monde? Votre instrument à vous, c'est la trompette. Ça fait combien de temps que vous portez un monde avec la trompette? Ça fait 27 ans que je fais de la trompette. Donc, vous êtes presque aussi vieux que Didier Laloy. 27 ans. Ça fait 27 ans que je joue, j'ai 36 ans. Oui, c'est vrai, tu as commencé très jeune. J'ai commencé très jeune, oui, c'est vrai. Et donc voilà, c'est un instrument qui m'a plus quitté depuis. Et disons que dès que j'ai commencé la trompette, en effet, un an après, je disais, je veux en faire mon métier. Je me souviens, mon professeur à l'époque, qui me disait, écoute, Adrien, tu es encore un peu petit pour ça, tu verras, tu as toute la vie. Je disais, non, je veux faire ça. Et donc, j'ai quand même poursuivi mon parcours au niveau de l'instrument. Et donc, ça, c'était une vocation que j'ai eue assez tôt, en tout cas. C'est rare des tout jeunes qui jouent de la trompette ou c'est fréquent parce que c'est... Maintenant, j'en vois beaucoup autour de moi, mais je ne pense pas que c'est peut-être pas l'instrument le plus répandu parmi les enfants. Disons que moi, ce n'était pas non plus un choix. Pour la petite anecdote, c'était pas un choix au départ de faire de la trompette. J'ai voulu faire de la batterie en fait en académie. Ouais. Et voilà, les places étaient remplies, il n'y avait plus de place, etc. Donc, et mon beau-père à l'époque, lui reprenait la musique aussi. Et il y avait de la place en trompette. Il est revenu à la maison avec une trompette en fait. Et, il a ouvert la boîte, il a montré, il a essayé de souffler dedans. Il avait eu son premier cours. Et voilà, moi j'ai vu cet instrument et j'ai dit, ben voilà, je veux faire le même, quoi. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Je voudrais qu'on parle du projet qui est entre les mains d'Étienne Minungu. Maintenant, c'est un nouvel album. C'est un duo. Comment on choisit d'enregistrer un album en duo? C'est avec le guitariste Paolo Loveri. L'album s'appelle Résilience. Oui, tout à fait. Comment on le fait? Je pense que les choses se font naturellement. C'est pas ici, en tout cas pour cet album, on ne sait pas que lui ou moi, on s'est dit tiens, il faut faire un album de plus, un projet de plus. Non, c'était une évidence. En fait, on joue ensemble depuis près de 15 ans maintenant. Je vais dire, j'ai d'abord eu Paolo comme professeur. En fait, quand j'ai voulu rentrer au conservatoire, je l'ai rencontré à un stage où moi je me préparais pour rentrer au conservatoire. Et puis on a gardé contact et quelques années plus tard, et on a eu la chance de se retrouver ensemble. Enfin, j'ai surtout eu la chance pour moi de me retrouver sur la scène avec Paolo. Et puis on a multiplié les concerts, les projets. Des fois, on était appelés tous les deux en sideman dans un groupe. Des fois, Paolo m'a appelé, moi je l'ai appelé. On s'est retrouvés dans des formules qui allaient... oui, des fois on s'est retrouvés en duo, on a joué dans des trios, des quartettes, dans le quintet d'un saxophoniste. On s'est retrouvés des fois dans des projets de musique pop ensemble. Et en fait, on a toujours continué cette collaboration musicale et on a toujours apprécié. On a d'abord eu aussi un courant humain
très fort. Et je pense que, voilà, tu évoquais, tu jouais en duo aussi avec un contrebassiste. Et je pense que quand on joue en duo, surtout quand on joue en duo peut-être, on a besoin, au-delà de l'entente musicale, d'avoir une entente humaine qui est très forte. Vrai. Sinon, ça ne marche pas. La musique, elle ment. Sinon, enfin, je veux dire, C'est la même chose pour vous, Étienne Minungu Oui, et voilà, moi, Didier je aussi, tu es Laloy? en duo. Hein, tout à Je fait, suis en sur duo ça. avec Simon Winsey, mais en fait, c'est au-delà, bien sûr, du côté technique, il faut travailler donc sa qualité en tant que musicien, moi en tant qu'acteur. Ce qui fait vraiment l'œuvre, c'est la rencontre humaine. Et c'est comment vos âmes se connectent, etc. Didier Laloy, c'est la même chose pour vous? Vous ne feriez pas un duo avec quelqu'un que vous n'aimeriez pas? Mais non, évidemment, parce qu'on est sur scène à deux, ça dure 1h15, 1h30, mais après on voyage. Et donc on a toute la journée et toutes les nuits, parfois, pas parfois, on ne dort jamais ensemble, hein, mais par contre on voyage énormément ensemble, on mange ensemble, donc évidemment il faut que l'humain soit là avant tout. Alors je vous propose qu'on entende cette musique d'Adrien Voland et Paolo Loveri, et on en reparle juste après. Voilà, il y avait un troisième invité dans ce concert, dans cette captation qu'on vient de voir, c'était Guy Cabet évidemment, hein, qui était au vibraphone. Je vais demander à Étienne et à Didier ce qu'ils ont ressenti en écoutant cette musique, l'un et l'autre. Super son de trompette, très très chouette, très chaud, très très beau et jolie histoire. C'est une chouette mélodie. Beaucoup de tendresse dans l'ensemble, quoi. Une tendresse très douce comme ça et en même temps aussi très apaisant, vraiment. Ouais. Ça vous correspond bien, ça, Adrien Voland. Et c'est effectivement ce qu'on ressent quand on écoute tout l'album, qui est très réussi. C'est une musique douce et apaisante. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Bah oui, et je vous remercie en tout cas pour les remarques qui sont faites. Ici, en fait, particulièrement, ce morceau-là, je l'ai écrit pour mes deux filles. Donc voilà, si on entend ce côté doux et apaisant, bah c'est d'autant plus beau ici dans l'histoire. C'est un morceau qui s'appelle Zoé et Clara, c'est donc pour mes deux filles. Et que dire, en fait, oui, donc ici c'est un morceau en effet où on est en trio avec Guy Cabet. En fait, c'est un petit peu les préludes de ce projet-là. C'est un concert qu'on a fait juste, il y a peut-être un an, juste après quand les concerts ont repris, en fait, après le Covid, etc. Ouais. Et donc, c'est la possibilité aussi que nous offre cette formule, c'est qu'on peut jouer avec des guests sur quelques morceaux, etc. Bon, ici, l'album, on a décidé de le faire vraiment en duo, mais sur des concerts à venir, on prévoit aussi d'avoir quelques guests, etc. Tu composes tout ou bien vous composez ensemble ? Donc ici, ce sont toutes des compositions originales. J'ai composé une grosse partie du répertoire. Il y a des morceaux de Paolo aussi. Mais donc, c'est un répertoire en tout cas 100% original et qui a été écrit spécifiquement aussi pour ce projet, quoi. Donc, ce sont des morceaux que j'ai écrits
enfin pour ma part en tout cas, pendant le Covid, c'est un moment où on fait, en effet, niveau scène, c'était fini. Hein, donc la culture mourait en soi. Mais s'il y a eu un côté peut-être positif qu'on peut trouver dans cette phase qui était très, très sombre pour beaucoup, enfin, de manière générale, mais dont pour le monde de la culture, c'était que ça a permis de se recentrer aussi et d'écrire, de composer. C'est vrai de chercher quoi, de faire de la recherche. Voilà. C'est vrai qu'on n'a jamais, on court toujours toute la journée, on n'a peut-être jamais le temps, et là ça a vraiment permis le fait, enfin pour moi en tout cas, de me retrouver devant le piano le soir et de me dire, voilà, finalement... J'allais demander comment tu composes. Voilà. Parce que moi, l'accordéon, tout de suite, j'ai la mélodie, l'harmonie. Donc toi, tu composes au piano? Moi, je compose au piano, toujours. Je n'ai jamais vraiment composé un morceau d'abord à l'instrument. C'est vrai que quand je parle avec des confrères, que ce soit des trompettistes, saxophonistes, des instruments avant, en tout cas, certains disent, voilà, moi je travaille aussi au piano. Certains disent, moi j'ai d'abord une mélodie qui me vient, etc. Moi, c'est vraiment toujours une base harmonique qui me vient d'abord. C'est vrai que c'est des couleurs. Et là, très rapidement, en fait, voilà, je ne fais jamais plus de 4 mesures sans avoir finalement le fil de la mélodie qui me viendra. Mais donc, je compose au piano. Ça me permet vraiment aussi d'aller dans des couleurs que je n'aurais peut-être pas trouvées, entendues. Et donc, j'essaye, ah oui, ça, hop, ça m'évoque ceci. Et donc, et voilà. Et donc, tu es pianiste aussi? Tu joues sur scène parfois au piano? Non, je ne suis pas pianiste. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais en tout cas, assez que pour jouer, composer, en tout cas écrire de la musique. Donc, mais je ne pourrais pas faire un concert au piano, non. Mais voilà. Je voudrais qu'on signale quand même l'arrivée de cet album. Il sort maintenant et il y aura un concert de présentation. Ce sera à l'Atomium, dans une des boules de l'Atomium. C'est le 14 octobre. Donc ça, je sais que Didier Laloy ne va pas pouvoir y aller. Il faudra choisir entre Didier Laloy et Adrien Volant pour ce jour-là. On joue à 20h. Moi aussi. Moi aussi, à 20h30. Vous pouvez vous rattraper. Vous pouvez vous rattraper en achetant l'album, évidemment. Jouer à l'Atomium, c'est un peu particulier, Adrien Volant? Oui, disons que je ne l'ai jamais fait, donc ce sera une belle expérience que de jouer dans une boule de l'Atomium. Donc je me réjouis vraiment de cette date bruxelloise. On a différentes dates évidemment pour la sortie du disque qui a commencé donc vendredi. Et donc, on a dit différentes dates, mais la date bruxelloise, c'est en effet à l'Atomium. Donc, je me réjouis vraiment de découvrir cet espace vraiment surprenant. Qui organise ça là? C'est l'Atomium ou bien L'Atomium a une programmation et donc organise une série de concerts de jazz. Ils ont ouvert ça avec Philippe Catherine en trio, si je ne me trompe pas. Et donc, une fois par mois, ils font en effet des concerts de jazz. Dans une des boules de l'Atomium. Et on voit Bruxelles derrière les musiciens. Ah oui, voilà, je le signale. Ça, c'est magnifique. On va vous remercier tous les trois d'être venus dans cette émission. Il y a donc 2 albums pour Didier Laloy et il y a des concerts, l'un au théâtre Marny avec la formule symphonique le 20 octobre, l'autre à Musique Publique pour la formule avec le contrebassiste Adrien Tiberghien. Il y a donc la pièce Trace, discours aux nations africaines d'Étienne Minungu jusqu'au 24 octobre, si je ne me trompe pas, au Théâtre Le Public. Et il y a donc l'album Résilience et le concert le 14 octobre pour Adrien Volant. Est-ce que vous êtes capable de faire du beatbox? Non, vous n'avez pas envie de vous faire une petite démonstration? J'adore ça aussi, mais... Non, alors on va laisser faire ça par un professionnel. C'est notre micro ouvert. C'est Big Ben qui est l'invité du micro ouvert. Big Ben, il est beatboxer depuis longtemps. Il a été à 2 reprises champion de Belgique de beatbox. Il a été plusieurs fois en finale des championnats d'Europe de beatbox. Et il va nous offrir une petite improvisation. Big Ben, beatboxer.
Yeah. Yep. Une impro signée Big Ben. Big Ben, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram aussi. C'est Big Ben Beatbox pour retrouver son profil. Sachez aussi qu'il participera au prochain championnat de Belgique de beatboxing. Ce sera au VK à Molenbeek et ce sera le 9 décembre. C'était Connaissez-vous. Merci d'avoir été là et à bientôt.